Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui et merci à Juliette qui a accepté de venir parler du sujet sur lequel elle a travaillé pendant au moins 3 ans depuis son arrivée au Royaume-Uni. Pour la petite histoire, Juliette et moi, on se connaît depuis l'école de journalisme, donc depuis 10 ans, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et depuis 2019, Juliette est correspondant au Royaume-Uni et donc spécialiste de la zone. Elle a commencé par s'installer à Belfast, en Irlande du Nord, où tu as suivi une actualité qui était souvent très chargée avec le Brexit, les émeutes. Tu as écrit beaucoup d'articles sur la région et tu as obtenu le prix notamment Louise Weiss, jeune journaliste en 2022 pour une série qui s'appelait Belfast and Furious. Et puis en 2022, tu as emménagé à Londres et il y a 3 ans, en pleine crise de l'énergie et au moment où les prix de l'électricité étaient très élevés au Royaume-Uni et où le pays connaissait une crise très importante, où de plus en plus de gens tombaient dans la pauvreté. Tu as été contacté pour écrire un livre sur cette précarité énergétique dans le pays qui touchait de plus en plus de gens et de classes sociales dans les différents pays du Royaume-Uni. Avec une question à laquelle tu as essayé de répondre dans le livre, comment expliquer que dans la 6e économie mondiale, autant de gens soient tombés dans la pauvreté? Quelles sont les explications? Qu'est-ce qui a mené à tout ça? Est-ce que ce sont les crises successives que beaucoup de pays ont connues, comme le Covid par exemple, ou la guerre en Ukraine? Ou alors, est-ce que c'est la faute à des mesures budgétaires qui ont parfois été guidées par l'idéologie? Ou est-ce que c'est une combinaison de ces deux raisons? Tu as suivi donc 4 personnes qui ont des profils différents, mais tous des points communs. Le fait d'avoir du mal à se chauffer, à manger, à compter sur les banques alimentaires. Et ces personnes sont tombées petit à petit dans la pauvreté. C'était des gens qui, parfois, avaient une vie pas forcément très confortable, mais qui avaient un revenu correct et qui sont tombés dans la pauvreté. Ce qui est intéressant sur la situation au Royaume-Uni, et je pense que tu nous en parleras tout à l'heure, c'est à quel point aujourd'hui l'État-providence britannique compte beaucoup sur les associations, sur les banques alimentaires, pour assurer un rôle que cet État-providence, dont cet État-providence s'occupait auparavant, ce qui illustre ce désengagement petit à petit de la part de l'État. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler de tout ce que tu as constaté sur le terrain pendant 1 an et demi, 2 ans, si je me trompe pas, pendant ton enquête. Et on abordera plusieurs questions. Encore une fois, comment on en est arrivé là, à une situation où aujourd'hui au Royaume-Uni, 1 adulte sur 5 vit dans la pauvreté. Est-ce que l'arrivée des travaillistes au pouvoir, il y a 1 an et demi, en 2024, a changé la donne? Ou est-ce qu'on est dans une situation, malheureusement, qui ne change pas beaucoup? Et puis, pendant les questions-réponses, on se demandera aussi si on peut faire une comparaison avec la France, si nos deux situations sont comparables ou pas. Merci et merci de me recevoir. Alors je vais vous expliquer un tout petit peu ma démarche. Donc je travaille comme correspondante, ce qui veut dire que mon terrain de jeu c'est le Royaume-Uni et l'Irlande. Et j'ai croisé mes reportages et une démarche un peu plus large de compréhension de ce qui nous a amené à cette crise au Royaume-Uni. Alors quand je suis arrivée en 2022, c'était une période un petit peu particulière. On sortait de la pandémie, il y avait une grosse instabilité politique. Elisabeth II venait de mourir, ce qui a quand même beaucoup choqué les Britanniques. Et on avait la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix. Je crois à un moment, les prix ont triplé dans certaines zones. Et qui font que beaucoup de gens ont dû faire le choix de manger ou se chauffer. C'était le petit refrain de l'automne 2022, Eat or Heat. Et dit comme ça, on ne pense pas vraiment à la gravité du choix, mais j'ai rencontré énormément de personnes pour qui cette réalité du quotidien, c'est tout un effet domino. Donc le constat, quand je suis arrivée en 2022, c'était vraiment une crise qui se voit à l'œil nu. Le Royaume-Uni a ouvert un réseau de banques de chaleur, donc sur le principe des banques alimentaires, donc des espaces publics chauffés pour que les gens qui auraient trop froid chez eux autrement puissent se réfugier dans la journée. Ça, c'était mes tout premiers reportages. L'ouverture de banques alimentaires dans les centres hospitaliers, pour le staff, pas pour les patients. Et ça, c'est peut-être une des choses qui m'a le plus choquée au début, ça a été la facilité avec laquelle j'ai réussi à faire ce reportage. Normalement, les reportages à tout ce qui touche la santé ou le NHS, c'est particulièrement difficile d'avoir des accès en tant que journaliste, surtout en tant que journaliste étranger, ils n'ont pas le temps, ils veulent pas trop nous montrer la cuisine interne. Et là, les gens ont accepté tout de suite, venez voir notre incroyable banque alimentaire pour que nos infirmières puissent récupérer quelque chose avant de rentrer chez elles. Les banques alimentaires que j'imaginais un petit peu comme les Restos du Cœur ou un petit peu comme
ce qu'on aurait à l'arrière d'une église, de manière un peu informelle. C'est là que je me suis rendu compte que c'était une espèce de réseau parallèle ultra organisé. Il y en a 3 fois plus que de McDonald's. Il faut s'inscrire, il faut avoir des attestations qui permettent de débloquer des colis un par un. C'est organisé avec disons, le soutien des supermarchés qui invitent les consommateurs à prendre pour les banques alimentaires. Donc on va faire ses courses, on a des petits papiers sous les boîtes de conserve en disant ça c'est super à donner à la banque alimentaire, donc on peut le prendre, payer et le déposer derrière la caisse. Donc il y a tout ce réseau complètement parallèle qui est en fait très visible. Et dans le discours du quotidien, c'était que des titres très dramatiques comme le retour des maladies victoriennes, des enfants qui ont le scorbut, l'explosion des hospitalisations pour malnutrition infantile. Donc j'arrive dans ce Royaume-Uni, moi je suis née en 94, donc je suis née en pleine époque Cool Britannia. Pour moi le Royaume-Uni c'était cool. J'ai déjà vécu avant, j'ai vécu en 2015 où j'ai fait mon Erasmus à Manchester. Et 10 ans plus tard, moins de 10 ans plus tard, 8 ans plus tard, c'était pas du tout la même image. Et ce décalage entre le pouvoir, on est, comme tu le disais, 6e puissance mondiale, très similaire avec la France en termes de PIB, en termes de puissance nucléaire, en termes de place à l'OTAN, en termes de rayonnement mondial, ancienne puissance coloniale, et se rendre compte qu'en fait, derrière cette façade, la réalité était absolument épouvantable. C'était assez choquant. Donc l'idée, c'était de comprendre pourquoi. Et j'ai fait mon travail de journaliste, donc j'ai parlé à beaucoup de personnes et à des profils assez différents. Et ce qui est assez vite apparu, c'est que tout avait basculé autour de 2010. Donc 2010, fin de 13 années de mandat des travaillistes. On a une coalition qui met David Cameron au pouvoir. Et le discours qui prévaut, c'est que les gens ont trop profité. Le budget de l'État se gère comme le budget d'une famille. On a trop profité, donc on va se serrer la ceinture. Pas tout le monde va se serrer la ceinture, ce sont les gens qui ont bénéficié des aides sociales qui vont serrer la ceinture. Et à partir de ce moment-là, on a toute une série de politiques d'austérité qui sont mises en place et qui, prises après coup, puisque moi j'ai rattrapé tout ça en 2022, n'avaient parfois aucun sens. Parce que quand on les prend et qu'on regarde les résultats, on se dit il y a dû y avoir un petit problème lors de l'application ou c'était pas bien pensé. Et donc j'ai retiré tous les fils de la vie des gens que j'ai rencontrés, donc un ambulancier, une mère de famille, une ancienne maître nageuse qui avait eu un problème de santé, qui était vendeuse dans un magasin, le magasin a fermé. Et en fait, voir l'impact concret de ces politiques d'austérité sur leur vie. Et l'impact a été absolument dévastateur. Ces gens qui auraient été dans la petite classe moyenne ou qui s'en seraient sortis et qui là se retrouvaient justement à se poser la question de est-ce qu'on achète à manger ou est-ce qu'on met une petite demi-heure de chauffage le matin, une petite demi-heure de chauffage le soir. Le parc immobilier britannique est à peu près du niveau de la Pologne et il fait froid. Dans mon appartement, si je ne mets pas le chauffage, il fait 13. Donc l'isolation, c'est pas leur truc. Ce que j'ai découvert en analysant toutes ces politiques d'austérité à travers des récits très concrets, c'est que ces politiques ont été basées sur des clichés qui ont des racines historiques très ancrées, qu'on peut retrouver dès les années 1930 de l'époque victorienne, quand on mettait les personnes pauvres dans des workhouses, c'est Dickens, qui sont basés sur un principe de moindre éligibilité. Donc l'indigent, la personne qui n'a rien, qui ne travaille pas, doit forcément avoir un niveau de vie inférieur à celui du travailleur pauvre. Dans l'Angleterre victorienne, ça voulait dire que ceux qui décidaient d'entrer dans les workhouses, ces espèces d'ateliers, étaient plus ou moins condamnés au travail forcé, c'était le bagne. Ils portaient des uniformes, on leur faisait casser des cailloux. Ça, c'est encore très ancré. Et c'est alimenté par un discours politique et médiatique qui fait constamment la division entre le profiteur et le travailleur honnête. Quand bien même personne n'est capable de définir qui est le travailleur honnête. Keir Starmer, qu'on lui a demandé, il a dit « Oh, ils savent qui ils sont ». Il venait d'être élu et les gens étaient très déçus. Dans ce système médiatique qui oppose profiteur-travailleur honnête, on va avoir la création d'icônes. Donc on a l'infirmière qui se prive pour faire manger ses enfants, le pompier qui sacrifie tout pour son travail, mais du coup n'a plus de quoi se chauffer, donc que des professions, les professions de première ligne pendant la pandémie, qui sont portées au nu contre les personnes qui ne travaillent pas parce qu'elles sont sur minima sociaux.
parce qu'elles vivent des minima sociaux. Donc tout ça, c'est une idéologie de qui mérite l'aide sociale. Pour être un bon pauvre, il faut être irréprochable, il faut avoir essayé, si on est britannique et blanc, c'est quand même mieux. Et en analysant le système d'aide sociale, on se rend compte qu'en fait, il n'a pas été fait pour que les gens puissent survivre. Donc à partir de 2013, ils ont déroulé ce qu'ils ont appelé le système du crédit universel. Et c'est de toutes les politiques d'austérité la plus dévastatrice. Ils ont combiné 5 aides en une. L'idée, c'était de moderniser, mais l'architecte de cette modernisation l'a dit lui-même plus tard. Ce qui l'intéressait, c'était plus de laisser sa patte dans le système que d'améliorer la vie des gens. Et ils ont introduit, par exemple, 5 semaines de carence. Donc on perd son travail, il faut attendre 5 semaines avant d'avoir le premier chèque d'aide. Et le premier chèque d'aide, actuellement, c'est 85 livres par semaine. À la base, d'ailleurs, c'était 7 semaines. Ils se sont rendus compte que c'était trop. Ils ont un petit peu réduit en 5. Si les gens ont plus de 13 ou 16 000 livres d'économie, ils ont droit à rien, puisqu'ils ont de l'argent. Donc, ils ne devraient pas dépendre du système public. Donc, ça fait toute une catégorie de gens qui se sont trouvés très choqués au moment de cette crise de 2022 où ils disaient « Bon, je perds mon travail, je ne peux plus me chauffer, mais il y a des aides ». Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était trop tard, qu'il n'y avait plus de filet de sécurité et qu'ils se retrouvaient sans rien. Sans rien. Il y a tout un système associatif, donc les banques alimentaires, qui se sont infiltrées là, mais au point qu'on est dans des banques alimentaires ou les écoles. Dans les écoles, ils mettent des sèche-linges parce que les parents ne peuvent pas payer la facture d'électricité. Donc si les enfants, comme il n'y a plus de ramassage scolaire, prennent la pluie 1 heure pour aller à l'école, au moins ils auront un uniforme sec dans leur sac pour rentrer. C'est vraiment de la débrouille du quotidien, faite par des gens, généralement de la classe moyenne, qui ont peu de moyens, qui font vraiment au mieux, c'est au jour le jour. Et ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait du Royaume-Uni. Alors pour vous donner quelques autres exemples de politiques d'austérité qui ont eu des conséquences absolument abominables, il y a le très actuel plafonnement des aides familiales à partir du 2e enfant. Ça, c'est 300 000 enfants qui sont artificiellement maintenus dans la pauvreté. Un enfant sur 3 grandit dans une situation de pauvreté au Royaume-Uni. Mais pour limiter les familles nombreuses, parce qu'on se base sur le cliché que les pauvres ont plus d'enfants pour avoir plus d'allocations. Donc c'est pas OK d'avoir 8 enfants quand on est pauvre, mais c'est OK d'avoir 8 enfants quand on est Boris Johnson. Pour limiter cette espèce de fuite des aides familiales, il y a des allocations pour le premier, pour le deuxième, c'est tout. Sauf si on peut prouver que le 3e ou le 4e est le fruit d'un viol. Et pour ça, il faut faire un dossier d'10 de pages pour le prouver. Donc on est dans des politiques qui contrôlent, qui instaurent des sanctions. Pour un rendez-vous raté, c'est les allocations qui sont suspendues. Vous avez dû voir le film Moi, Daniel Blake, qui est sorti en 2016, Palme d'Or, Ken Loach, où on a à la fois un homme âgé d'une 60aine d'années qui a un problème de santé, qui n'arrive plus à retrouver de travail, il n'arrive pas non plus à se servir d'un ordinateur, et qui, lui, se retrouve à dépendre des aides alors qu'il devrait juste pouvoir prendre sa retraite anticipée. Et une mère de famille qui a 2 enfants, qui se retrouve toute seule, qui manque un rendez-vous. Et donc c'est 5 semaines sans aide. Et elle n'a plus rien. Et donc c'est là qu'on a cette très célèbre scène de la banque alimentaire où elle a tellement faim qu'elle se glisse dans les rayons de la banque alimentaire et elle ouvre une boîte de beans, qu'elle mange à même la boîte avant de se mettre à pleurer. C'est une scène qui a énormément choqué le Royaume-Uni et qui a inspiré Philip Alston, qui était rapporteur de l'ONU à l'époque. Alors les rapporteurs de l'ONU, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'ils peuvent choisir leur destination. Donc lui, il est spécialiste de la grande pauvreté et après avoir vu I, Daniel Blake, il a décidé de venir enquêter sur ces systèmes d'aide sociale au Royaume-Uni. Et au bout de 11 jours, en ayant rencontré des gens absolument partout, depuis les salles communes des petits villages de bord de mer, tout désolés, au couloir du pouvoir, il est parti en concluant qu'au Royaume-Uni, la pauvreté est un choix politique. Et ça, c'est ce qui est vraiment revenu au moment de la crise de 2022. Les gens n'étaient pas dupes, ça a fait son chemin, cette idée que c'était un choix politique. Et ça a alimenté une volonté de changement. Au bout de 15 ans d'austérité, après le Brexit, après une mauvaise gestion de la pandémie, les gens ont voulu un changement et ils espéraient qu'en votant Labour,
il y aurait du mieux, parce que dans l'opposition, le Labour s'est toujours opposé au plafonnement des aides familiales, au deuxième enfant, il y a aussi une suspension des aides au logement si vous avez une chambre libre dans votre logement. Parce qu'il ne s'agirait pas que les pauvres aient une chambre d'amis aux frais du contribuable. La réalité, c'est qu'en fait, les logements sociaux ont été vendus, donc il y a très peu de logements sociaux. Et donc, peut-être que... il y a beaucoup de familles dont les enfants partent et qui, derrière, ne peuvent pas trouver un autre logement social. Donc, ils se retrouvent avec moins d'allocations parce qu'ils ont une chambre libre. Il y a aussi eu beaucoup de gens qui avaient besoin de cette chambre libre pour des aidants, par exemple, ou s'il y avait des enfants en situation de handicap. Donc, tout ce flicage, les gens ont commencé à se rebeller contre. On a eu des grandes séries de grèves, ce qui est rare pour les Britanniques. On a eu des grandes manifestations et on a eu les élections de 2024. Et 2024, le Parti travailliste de Keir Starmer revient au pouvoir après 14 années dans l'opposition. Et les médias britanniques ont appelé ça « loveless landslide », donc un raz-de-marée désenchanté, parce que la solution, c'était tout sauf les conservateurs. Donc tout le monde a voté très stratégique, il y a des applis sur les téléphones pour savoir pour qui voter, pour ne pas avoir de députés conservateurs. Et en fait, la déception a été immédiate parce que la logique n'a pas changé. C'est toujours cette idée qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Et une des premières choses qu'ils ont faites, ça a été couper dans les minima sociaux, dans les aides au chauffage pour les retraités. Alors certes, tous les retraités n'avaient pas besoin d'aide au chauffage, mais en termes d'image, ça a été absolument désastreux. Et la deuxième logique qui a continué, c'est celle de recherche du bouc émissaire. Et ça, c'est cyclique. Donc on va avoir le pauvre qui profite, ça va être la mère de famille nombreuse, ça va être la mère célibataire. Et en ce moment, c'est énormément les demandeurs d'asile, et notamment ceux qui traversent la Manche en petites embarcations. C'est 4% de l'immigration. Mais quand on voit le discours médiatique, ils appellent ça un raz-de-marée, on a tout ce vocabulaire juste raciste. Et du coup, on a une insatisfaction politique très profonde. Les gens se tournent vers les extrêmes, à droite comme à gauche. On a un gouvernement qui n'arrive pas à faire passer son message, qui n'a toujours pas annulé le plafonnement des aides, qui n'a toujours pas fait les gestes qu'il aurait dû faire pour apaiser la population. Et donc on se retrouve dans une situation où tout est très tendu, l'immigration domine le discours médiatique, et en fait les problèmes sont toujours là, il y a toujours autant de banques alimentaires, et à chaque fois qu'on a le retour de l'hiver, c'est la grande inspiration de bon, on espère qu'il ne va pas faire trop froid. Voilà. Merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, avec l'arrivée des travaillistes au pouvoir qui finalement n'a pas changé la donne, comment est-ce que les travaillistes justement expliquent de n'avoir pas changé de braquet alors qu'ils avaient promis de le faire en arrivant au pouvoir? Il n'y a pas d'argent. Mais alors, avant, il n'y avait pas d'argent en 2010 parce que on avait trop profité, le Labour avait trop donné, il disait que le Labour n'avait pas réparé le toit alors que le soleil brillait. Ça avait fait son petit chemin dans les médias et c'est ce qui avait permis aussi à la coalition de 2010 de prendre place. Et là, la logique, c'est qu'il y a 22 milliards de livres qui manquent. Donc c'est-à-dire que là, c'est les conservateurs qui ont trop dépensé. Et donc, tant qu'on n'aura pas équilibré le budget, tant qu'on aura ce trou noir, comme ils ont appelé ça, impossible de donner. Et la deuxième logique de Keir Starmer, donc quand il est arrivé... Quand il est devenu chef du Parti travailliste, il était très impopulaire. C'est pas quelqu'un de très charismatique, c'est un ancien avocat, il est assez ennuyeux quand il parle, il fait des discours très longs. Et les gens le prennent un peu pour un centriste, pour quelqu'un qui a un peu retourné sa veste. Il était contre le Brexit, mais en même temps, il était proche de Corbyn, mais en même temps, il a participé au fait que Corbyn se fasse bannir du parti. Et il a eu beau s'entourer de gens qui avaient été éduqués dans des écoles publiques, qui avaient des parcours working class, de gens qui venaient de syndicats, qui venaient de l'associatif. Ça n'a pas marché, mais lui a cette image de bon, je suis arrivé au pouvoir, je suis arrivé à la tête du parti, c'est très impopulaire, puis c'est allé mieux, au point de gagner les élections. Donc il a un peu ce pari il fait le pari de l'impopularité. Je dis bon bah
S'il y a un moment où être impopulaire, c'est qu'on a une grosse majorité en tout début de mandat. Donc si pendant 2 ans, il faut serrer les dents, il faut revenir sur des promesses, il faut augmenter les impôts, mais qu'au bout du mandat, parce que c'est quand même 5 ans, il y a un peu de croissance, il y a un peu plus d'argent, il y a un peu plus d'investissement, les gens finiront par voir les conséquences. Et il y a effectivement eu de bons projets. On est sur une renationalisation des trains, ils font des grands projets de création de villes nouvelles, ils ont généralisé les petits déjeuners gratuits à l'école pour les enfants qui avaient besoin. Mais tout ça est noyé dans le discours médiatique, sachant qu'on a une presse britannique qui est quand même très à droite. Je suis l'anglais de service aujourd'hui. Je crois que il y a certaines choses qu'il faut ajouter. Il y a eu le Brexit, le fait que le Royaume-Uni a quitté le marché unique. Alors, il y a tout ce commerce qui est parti. Alors, bien sûr, il y a aussi un effet. Je crois qu'il y a, vous le signalez bien, il y a ce problème du manque de charisme de Starmer, mais il a vraiment un très, très grand problème. Et puis, il ne faut pas oublier, le taux d'inflation en Angleterre actuellement, c'est de 4%. C'est-à-dire, nous sommes à 1%. Ils payent des intérêts sur le dette britannique. Ils payent le double de la France, c'est-à-dire 130 milliards. C'est pas 60 milliards, d'accord? Et vous faites bien de mentionner, c'est Cameron qui a institué cette austérité, d'accord? Alors, je crois que il est dans une situation où il a besoin, il ne peut pas faire autrement. D'accord? Il a besoin d'augmenter les impôts. Il y a des journaux, Daily Telegraph et tout ça, qui sont très, extrême droite. Franchement, sont extrême droite, qui lui tirent dessus. Lui, il a fait des choses qui sont impensables pour les conservateurs, c'est-à-dire il a fait le TVA sur les écoles privées de 20%. Quand même, c'est énorme, très impopulaire. Il a enlevé les énormes concessions que les non-domiciliés avaient, c'est-à-dire les gens immensément riches qui venaient de l'étranger, qui habitaient en France, qui habitaient en Angleterre, sans payer d'impôts. Alors, il a fait tout ça, mais il est dans une situation économique extrêmement grave. Il a un taux d'endettement du gouvernement qui est presque 100% aujourd'hui, d'accord? Et puis, il paye 130 milliards par an. Alors, qu'on le veuille ou non, il doit augmenter les impôts, d'accord? Ça va prendre du temps. Alors, quelque chose que moi j'aimerais mentionner, c'est que, habitant la France depuis beaucoup d'années, je m'insurge contre le procès qui a été fait contre Macron sur la gestion de l'économie ici en France. On a 114% d'endettement, mais c'est justement ça qui a évité cette explosion de pauvreté qu'on voit en Angleterre. D'accord? Nous sommes à 10% en France. On a un tas d'avantages. Alors, j'aimerais terminer en mentionnant quelque chose où ils font une économie énorme en Angleterre. Ils font une économie chaque année dans les dépenses publiques de 200 milliards d'euros par an sur les retraites. Ils n'ont jamais fait la stupidité de faire la retraite à 60 ans, d'accord? Non, mais jamais. Et aujourd'hui, l'âge de la retraite, c'est 68 ans, sans pénibilité, d'accord? Moi, j'ai commencé à 18 ans et j'ai eu une moitié de ma retraite anglaise à l'âge de 65 ans. Alors, je crois que en France, on devrait être plus, plus gentil avec ce qu'on a fait en France, toutes les aides qu'on a fait pour adoucir les choses. Bon, aujourd'hui, il faut payer, il faut faire quelques petits sacrifices, mais franchement, c'est pas beaucoup. Alors, je m'insurge
contre le comportement des Français. Point. Et j'espère que c'est sur YouTube. Vous avez une question? Je crois que la question, c'est lorsque vous dites, c'est peut-être de comparer avec la France. La France, comme vous dites, même population, plus ou moins le même PIB, d'accord? C'est de dire, bon, quelles leçons vous faites, parce que vous l'avez dit au départ, entre la situation en Angleterre aujourd'hui et puis la situation en France aussi, où on a beaucoup d'endettement et il faut qu'on fasse des sacrifices. Merci. Et oui, un mot sur le Brexit que je n'ai pas mentionné. Alors moi je l'analyse plus comme une conséquence ou comme une cause. Ça va mettre très longtemps avant d'avoir l'ampleur des conséquences du Brexit. Et elles sont déjà désastreuses. La facture alimentaire, une conséquence qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, c'est que la facture alimentaire a augmenté. Je l'analyse plus comme une conséquence, parce que si on prend une population, qu'on détruit tous les aides sociales, tout le tissu social, et qu'on dit dans la recherche de bouc émissaire, c'est Bruxelles. C'est Bruxelles le problème, et voter oui ou non, c'était un vote de mécontentement. De la même manière que voilà, le dernier vote qui a mis le Labour au pouvoir avec son Loveless Landslide était un vote de mécontentement. Donc voilà, juste ça c'était pour le Brexit. Et c'est intéressant parce que revenant en France régulièrement, j'ai aussi vu l'écart se creuser et c'est en expliquant la situation au Royaume-Uni aux Français que je me suis aperçue qu'il y avait un vrai problème. C'est difficile d'essayer de savoir ce qui est normal pour certains pays, moins normal pour d'autres, ce qui est accepté, ce qui est moins accepté. Vous avez dit la retraite à 68 ans, quand on se promène au Royaume-Uni, on a des gens beaucoup plus vieux qui travaillent. Dans des bars, j'ai déjà eu des serveurs qui devaient avoir 80 ans. À côté de chez moi, il y a ce qu'ils appellent les Lollipop Ladies, qui sont les dames qui font traverser en gilet réfléchissant. Elles ont un petit panneau stop, du coup ça fait comme une grosse sucette. Je pense qu'elle a 90 ans. Mais elle est là tous les matins et elle travaille. Et parce qu'en fait, les gens ne s'en sortent pas. Après, il y a une grosse catégorie de retraités qui sont assez aisés. Leurs retraites ont été assez protégées et ils sont propriétaires. Et quand on prend les cartes des votes et quand on prend les cartes de la richesse, c'est le quart sud-est qui s'en tire bien. Pas uniquement parce qu'il y a Londres, mais aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de retraités qui vivent dans ces régions-là et qui ont deux propriétés, qui s'en sont bien tirés. Les leçons pour la France, déjà il y a une différence énorme dans le fait que les Britanniques ne protestent plus, ne manifestent plus. Le tissu syndical a été érodé pour que les gens se mettent à faire la grève, c'est très compliqué. On a eu des grèves infirmières en 2022 et pour certaines c'était la première fois en un siècle qu'elles se mettaient en grève. Alors qu'en France, les gens ont beaucoup plus de facilité à protester. Et c'était d'ailleurs une des réactions des Britanniques quand je leur demandais mais pourquoi vous n'êtes pas dans la rue? Ils disaient mais on devrait faire comme vous, on devrait faire comme les Français. Donc il y a des cultures de la manifestation qui sont différentes, il y a des cultures de la politisation qui sont différentes. Et il y a un peu ce truc très stoïque de ça pourrait être pire, on va laisser passer. Mais sachant qu'eux-mêmes se laissent prendre au mirage dans notre pays tout va bien, dans notre pays on a l'État-providence le plus merveilleux et c'est pour ça que ça a été aussi choquant en 2022. Parce que pour beaucoup de gens, ça a été un peu le réveil et eux-mêmes se pensaient un peu intouchables. Après, vous allez, je ne sais pas où, dans le Nord, parler aux gens, je ne suis pas sûre qu'ils se sentent mieux ou plus privilégiés qu'au Royaume-Uni. Parce qu'on a ce même discours en France de distance des élites, c'est OK de dire que les pauvres n'ont qu'à prendre le bus, que les pauvres c'est descendants. C'est ce discours politique-là qui a permis les politiques d'austérité, cette démonisation des pauvres. On a des députés conservateurs qui disaient que les banques alimentaires c'était génial, ça montre que les gens s'entraident, c'est un beau pays où les gens s'entraident. Ou qui donnent des conseils, vous n'avez pas de quoi faire manger vos enfants, mais achetez un sachet de patates. Sans se dire que les patates, si on n'a rien pour les faire cuire, si on ne peut pas payer le gaz, si on ne peut pas mettre un peu de beurre dessus, ça n'a aucun intérêt. On a des gens qui pensent savoir et qui créent les politiques. On a la réalité, et ça je pense qu'en France c'est complètement présent et qu'il y a des tentations d'austérité à différents niveaux, et ça vous le saurez mieux que moi, que cette tentation en tout cas repose toujours sur le même manque de proximité, le même manque d'empathie. Non, parce que j'ai donné une conférence sur le Brexit
les illusions de souveraineté. Autre chose que je crois qu'il faudrait mentionner, nous avons un écart énorme entre le nord de l'Angleterre, qui était avant très industriel, et c'était le Royaume-Uni qui était la plus grande puissance industrielle en Europe dans les années 1950. D'accord ? Alors, ce qui est arrivé, c'est que tout ça a été perdu, et surtout suite à la Thatcher, parce qu'on avait deux phénomènes, c'est-à-dire on a eu l'augmentation, on a eu à cause du pétrole, le livre sterling a beaucoup augmenté, et en plus, elle était adhérente de Milton Friedman, elle a aussi augmenté les taux d'intérêt. Alors, c'était le livre sterling a été d'une telle hauteur que toute l'industrie s'écroulait. Et moi, j'ai travaillé dans l'industrie britannique. Je l'ai vu moi-même. Alors, je crois qu'il faut mettre ça. Mais je crois qu'il y a une leçon aussi pour nous en France. C'est-à-dire que au Royaume-Uni, le Royaume-Uni maintenant est le deuxième plus grand exporteur au monde des services, après les États-Unis. Alors, c'est-à-dire que nous avons une minorité de personnes très bien rémunérées, très diplômées, d'accord, qui vivent bien. Et puis, il y a une petite partie d'industrie, comme en France, je crois que c'est environ 10%, qui est en déclin. Et alors, on a tous les gens au milieu, je dirais, qui gagnent beaucoup moins, d'où les inégalités. Alors, là, il me semble qu'il y a vraiment un sujet où nous avons besoin de regarder en France et en Angleterre, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Même, je dirais, d'avoir une politique stratégique. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les industries? Comment on peut faire de sorte de donner, en effet, du travail? Il y a bien sûr le changement climatique, la défense, mais à mon avis, c'est une question à se poser. Et j'aimerais votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis journaliste, je suis du terrain, donc je ne suis pas économiste ou stratégiste. Effectivement, il y a un écart énorme entre le nord et le sud qu'on voit par exemple dans l'espérance de vie. On va avoir 4 ans de différence d'espérance de vie entre le sud-est et le nord-est de l'Angleterre. Nord-est où il y avait par exemple les grands chantiers navals qui ont fermé. On a des villes comme Sunderland où presque l'intégralité des bateaux qui ont été sur les mers du monde sortaient de là. On a Glasgow où les chantiers navals ont aussi fermé. Glasgow qui est une des pire espérance de vie, taux de suicide, taux d'overdose. Donc, en fait, la désindustrialisation, c'est des pertes de métiers. Ça a été un choc profond pour ces régions. Donc, c'était la fierté, tout était tourné vers ces industries, que ce soit les mines, que ce soit les chantiers navals, que ce soit le ferroviaire. Et du coup, oui, il y a une réorganisation des métiers. Ils sont en train d'essayer de faire une stratégie environnementale, mais c'est assez poussif parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas beaucoup d'argent, ce n'est pas une priorité. Et de se resservir de ces anciens centres industriels pour implanter des métiers liés à l'énergie verte. Mais on en est au début. Et ils ont du mal à trouver les bons profils. On a aussi des gros problèmes d'éducation et de formation. L'éducation est particulièrement ségrégée, donc soit on va dans les bonnes universités, dans les bonnes écoles. C'est aussi très cher. Donc maintenant, on s'endette à 40 000 ou 50 000 pour avoir une licence ou un master. Et donc on a aussi de plus en plus d'étudiants qui se disent que c'est pas la peine en fait de sortir avec 50 000, même si pour avoir un métier un peu mieux, c'est pas très bon. Donc il y a des petites stratégies individuelles de comment on fait en fait. Et le pont n'a pas encore été créé entre les nouvelles opportunités et les gens qui pourraient aller à l'université ne sont pas sûrs, n'ont pas envie de s'endetter pour le reste de leur vie et ne sont pas sûrs de réussir ou de trouver un métier là où ils veulent, dans les régions où ils veulent. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci pour cette discussion. Vous avez dit à un moment que en fait, cette pauvreté, elle était un peu entretenue politiquement. Et donc, je voulais savoir,
moi, j'habite aux États-Unis et dans le quartier où je travaille, on dit souvent there is money in poverty. Et donc, je voulais savoir aussi comment sont financées les banques alimentaires et s'il y a précisément un peu cette politique d'entretien de la pauvreté qui finalement apporte de l'argent aux associations. Et donc, si vous pouviez développer ça m'intéresserait. Bien sûr. Il y a un auteur de Glasgow qui s'est beaucoup penché dessus, qui lui-même a grandi dans la grande pauvreté, dans une famille complètement dysfonctionnelle, Darren McGarvey, et qui est devenu un peu une des voix, puisqu'il a vraiment déconstruit, il a ouvert la porte sur sa famille, ce que c'est que de grandir dans les pires quartiers de Glasgow. Et lui, il parle beaucoup d'un business de la pauvreté, et critique notamment le fait qu'on envoie des gens bien intentionnés, diplômés, financés par des associations pour gérer des problèmes dont ils n'ont aucune idée. Donc il y a une espèce de... Il y a les besoins, il y a ce qu'on apporte, il y a là où il y a de l'argent pour faire travailler les gens, et ça ne coïncide pas. Pour les banques alimentaires, ce que j'ai trouvé le plus choquant, c'est... en fait, les grandes entreprises y participent. Donc c'est Gordon Brown qui faisait la promotion de ce qu'il appelait les super banques. Il était très content d'avoir construit une banque d'habits, de meubles, alimentaires, de choses pour les enfants, financée par Amazon, alors même qu'à cette époque-là, les employés d'Amazon, justement, devaient faire le choix entre manger et se chauffer, étaient en train de se syndiquer et étaient en grève. Donc financée par Amazon, financée par les grands supermarchés, toute une industrie du surplus. Donc ça leur permet de ne pas jeter, et du coup de ne pas payer de pénalités parce qu'ils jettent. Et donc on a des acteurs qui se sont mis entre deux, qui sont souvent créés, qui sont souvent à la base des associations, mais qui sont des associations qui ont leur flotte de vannes, qui vont chercher d'un côté, stocker dans des entrepôts, faire des pesées. Tout le monde est en chasuble, c'est très industriel en fait, c'est pour ça que je parlais de réseau parallèle, qui permet aux supermarchés d'améliorer leur image. Ils donnent un peu d'argent, mais pas trop. Surtout, ils encouragent les consommateurs à acheter. Et c'est quand même dingue de se dire qu'en fait, ils se font de l'argent dessus en disant super, achetez plus, comme ça vous donnera aux autres. Et donc pour eux, c'est tout bénéfice pour les supermarchés. Et ils y participent. On ne peut pas faire ses courses sans que les pubs se soient pensées aux autres, donner petits séparateurs de courses. Ils disent avez-vous pris quelque chose pour donner à la banque alimentaire? C'est devenu un... Il faut donner. Et c'est pas une fois par an le petit caddie des Restos du Cœur dans lequel on met du savon et 3 boîtes de conserve. C'est des listes de produits conseillés par les supermarchés, bons à donner pour la banque alimentaire. Parce que pour eux, c'est une manière de faire des revenus. Donc là, vous parlez d'industrialisation de la pauvreté, plus ou moins, ou du business de la pauvreté. Mais derrière, est-ce qu'il y a d'autres acteurs que les acteurs économiques reconnus qui soutiennent en fait la précarité croissante des Britanniques, qui les aident? En dehors des banques alimentaires, est-ce qu'il y a d'autres acteurs de l'aide? Oui, le Royaume-Uni, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, a un secteur de l'entraide et associatif qui est très, très actif, très présent. Il y a des Salvation Army partout. Il y a Oxfam partout, c'est des friperies. Et en fait, quand on donne des sous, ça va, c'est remis dans le système. Il y a je pense que c'est un peu dans la philosophie. Ils ont un esprit très collectif. C'est aussi que c'est un peu plus densément peuplé que la France. Donc même dans les campagnes, il va y avoir des groupes. Donc c'est beaucoup d'individus. Et alors ça pose, moi je trouve que ça pose un énorme problème que ce soit des mères de famille de classe moyenne qui ont la soixantaine, qui sont très bien intentionnés, qui veulent aider leurs prochains, mais qui le font d'une manière personnelle et qui du coup n'ont pas la neutralité d'un État qui a des critères et a des politiques en place pour aider les gens. Donc moi ça m'a beaucoup choquée. J'ai passé énormément de temps dans les banques alimentaires et j'ai assisté à beaucoup de scènes de celle-là elle est grosse, on va pas lui donner un paquet de biscuits. Mais très 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 souvent j'avais suivi une dame que tout le monde décrivait comme une sainte femme qui préparait des petits colis avec des uniformes. Ça coûte cher l'uniforme pour les parents, ça fait partie des stress de la rentrée.
Et donc, elle avait toute sa liste de feuilles, parce que chaque école a son type d'uniforme, la couleur, etc. Donc, elle recevait les demandes. Et donc, elle avait fait tout un millefeuille avec des coloriages, des petits bonbons pour une petite réfugiée ukrainienne, parce que ça lui parlait vachement. Mais une fille de 10 ans qui faisait une taille 14 ans parce qu'elle était obèse, elle avait eu une chemise. Et le fait, justement, de le faire de manière aussi organique, en fait, aussi personnelle, aussi individuelle, ça pose énormément de problèmes. Vous avez parlé des travailleurs pauvres et qui sont effectivement très nombreux. On a l'image que les syndicats en Angleterre sont une puissance et sont normalement assez bien organisés. Que font-ils enfin On sait bien que depuis Thatcher, il y a eu une césure, mais est-ce qu'il n'y a pas un renouveau? Est-ce qu'il n'y a pas des prises de conscience? Enfin, comment ça se passe au niveau des syndicats? Le taux de syndicalisation est peut-être un tiers de celui de la France, à vérifier. Oui, on a l'image qu'ils sont organisés, et c'est le cas, mais ils sont pas du tout aussi puissants qu'ici, ils sont pas du tout aussi bien implantés. Il y a eu un petit mouvement syndical en 2022 quand il y a eu cette série de grèves, et c'était vraiment, il y avait des grèves partout. Donc on avait l'impression que tout le pays était à l'arrêt. On avait le calendrier des grèves qui sortaient dans les journaux. Alors tel jour il n'y aura pas de transport, tel jour il n'y aura pas de bus. Ça s'est un peu cristallisé autour de la figure du chef des syndicats des transports, dont le nom m'échappe actuellement, qui allait en métro à ces négociations, qui était un petit peu devenu la figure de proue C'était un personnage de la Ken Loach qui laissait pas le gouvernement échapper. Mais en fait, les gens ne peuvent pas non plus faire grève si longtemps que ça, parce que la précarité est telle que ça rattrape vite. Donc moi, j'ai suivi une syndicaliste pour le livre, qui elle était chauffeuse de bus. Et eux qui étaient mis en grève parce que les chauffeurs de bus sont très mal payés, c'est des horaires très compliqués. Elle avait beaucoup de collègues qui en fait prenaient plus de jours off. Normalement, ils sont censés avoir un certain nombre de jours de récup. Mais en fait, là, les prix avaient tellement augmenté. Vous avez dit 4%. Quand je suis arrivée, c'était 11,1% en octobre 2022. Et ça a mis du temps à descendre. Et donc les gens juste avaient trop besoin d'argent, donc travaillaient tout le temps. Ils se sont dit qu'ils allaient faire quelque chose, mais en fait, dès qu'ils ont eu une petite avancée, ils se sont arrêtés là parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire grève plus longtemps. Donc pareil pour les infirmières, par exemple. J'ai suivi un autre syndicaliste, un ambulancier qui travaille pour le système de santé, qui a la banque alimentaire à côté de la station pour les ambulances. Et lui était hyper déçu parce qu'ils ont fait leurs négociations, ils ont essayé, ça a pris des mois et des mois. Et en fait, au bout d'un moment, tout le monde était fatigué, ils n'en pouvaient plus. Et ils ont pris ce qu'on leur a donné. Et on ne leur a pas donné énorme, parce que le gouvernement ne se laisse pas influencer. Donc il n'y a pas de contre-pouvoir? Pas vraiment. C'est intéressant parce que si on vous écoute, en fait, entre la culture, la manifestation, le faible poids des syndicats, etc., quand on compare avec la France, hein, on a l'impression qu'alors qu'on a un taux de pauvreté, disons, puis un système un peu nettement plus redistributif en France, que ça risque beaucoup plus de péter chez nous qu'au Royaume-Uni. Hein. Oui. C'est d'ailleurs une des premières difficultés que j'ai eues pour ce livre, puisque je voulais vraiment suivre le quotidien et montrer ce que ça voulait dire au quotidien. C'est juste lente érosion des niveaux de vie et des standards. Et j'ai eu du mal à trouver des Britanniques qui râlent. J'ai parlé à beaucoup de gens et c'est toujours c'est comme ça pourrait être pire. Et aussi ils ont tellement eu l'habitude de voir tout s'effriter, et c'est un discours qui est très négatif. Les journaux sont très négatifs, qu'il y a une espèce d'apathie en fait, mais d'apathie liée aux fatigue. Après, politiquement, c'est hyper intéressant parce que ça revitalise les gens. Là, ce qui est en train de se passer politiquement avec d'un côté l'extrême droite, de l'autre l'extrême gauche, les gens se disent encore un changement. Mais bon, le changement, on a essayé avec le Brexit, on a essayé avec le Labour. Qu'est-ce que ça va donner? Tu parlais du désengagement de l'État et du fait que beaucoup de gens, du coup, dépendent des associations et des banques alimentaires. Est-ce que ça a créé aussi des solidarités, des nouvelles solidarités entre gens? Je me souviens que dans ton livre, tu parlais du fait que il y avait des gens qui disaient certes, on a une situation financière qui est plus difficile qu'avant, mais on a aussi trouvé
un certain réseau, ce qu'on a pu entendre aussi au moment des Gilets jaunes en France, avec beaucoup de gens qui se rejoignaient, qui se rassemblaient autour des ronds-points et qui partageaient aussi un certain commun, qui avait créé de certaines solidarités. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu aussi au Royaume-Uni? Oui, absolument. Et alors, quand c'est Jacob Rees-Mogg, député conservateur, aristocrate, qui dit que les banques alimentaires c'est formidable parce que les gens s'entraident, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que sur le terrain, les gens se rendent compte qu'on a eu des banques de chaleur, et ça permettait de lutter contre le froid mais aussi contre l'isolement. Donc il y a beaucoup de gens qui autrement auraient été tout seuls chez eux, qui se sont trouvés un partenaire pour jouer au domino. Et ça a été beaucoup mis en avant, mais ça ne devrait pas cacher le fait que la situation est absolument dramatique. Mais après, c'est vrai que c'est très britannique, c'est cette expression de « every cloud has a silver lining ». Donc chaque nuage a un petit liseré de lumière. Et c'est vrai que les gens ont tendance à eux-mêmes mettre ça en avant. Donc j'avais rencontré une dame qui avait une super carrière à Londres, qui avait bossé dans les syndicats, qui avait fait une mauvaise chute. Donc s'était retrouvée avec un handicap, avait dû vendre sa maison de Londres puisqu'elle ne pouvait plus monter les escaliers, et s'était retrouvée au bord de la mer. Et voilà, elle ne pouvait pas se chauffer. Alors elle, c'était pas se chauffer ou manger, c'était se chauffer ou s'occuper de son petit chien. Puisqu'elle voulait quand même bien nourrir son petit chien et bien s'en occuper. Et elle disait, mais c'est dingue, j'aimerais bien juste prendre soin de moi, manger des fruits et légumes, faire des choses qui... Je sais que c'est comme ça qu'on vit bien, et comme ça qu'on se sent bien et qu'on ne tombe pas malade, mais je ne peux pas. Et comme elle vivait au bord de la mer, elle avait fait ce que font... et ça, je ne comprends pas. Les Britanniques qui vont nager tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, qu'il fasse 20 ou qu'il fasse 0. Et elle disait, mais c'est génial parce que tout cet enchaînement de malheurs qui m'est arrivé, ça m'a permis de découvrir ce groupe, ça m'a permis de découvrir cette pratique. Donc, sans l'austérité, j'en serais pas là. Et ça, actuellement, ça me rend très heureuse. Donc, il y a aussi le petit discours qu'on se fait, mais parce que les gens sont assez philosophes. Après, c'est la politesse du désespoir que de trouver des solutions et de la communauté. Mais c'est vrai que ça a créé beaucoup de collectifs et beaucoup de communautés. Quand on va dans les banques alimentaires, c'est pas toutes. Il y en a où les gens ont honte et ne croisent pas notre regard. Mais il y en a où il y a des fauteuils et on reste et on va jouer ensemble. Et en fait, ce qui est un autre élément que je n'ai pas encore mentionné, il y a une énorme fluidité entre les deux côtés de la table dans une banque alimentaire. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver à aider, qui un jour se retrouveront de l'autre côté à demander, et vice-versa. Mais ça, je l'ai vu dans des banques alimentaires que j'ai suivies. Une bénévole italienne qui était là pour aider les 5 dernières années. Son frigo a pété, donc le mois d'après, elle est venue demander son petit sac de courses. Il y a aussi les gens qui donnent du temps et qui viennent faire leur temps, parce que les gens ont envie de travailler, ils ont envie de contribuer, et ça leur permet de mériter l'aide alimentaire qu'ils reçoivent. Donc il y a aussi une grande fluidité comme ça, et les gens savent qu'ils peuvent se retrouver d'un côté ou de l'autre. Alors, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher. Il ne faut pas oublier qu'après la guerre, jusqu'à 1979, l'Angleterre était extrêmement socialiste. On avait le taux d'impôt maximum, c'était 83%. Sur les plus-values, c'était 96%. On avait beaucoup de syndicats extrêmement puissants. On avait des grèves sans fin. Et mais c'est aussi à cause de ça, c'est toute cette mauvaise mémoire, d'accord, de gens qui ont mené à la situation aujourd'hui. Deux choses que j'aimerais vous demander. Vous n'avez pas mentionné sur Farage, sur l'extrême droite. Non, à mon avis, je serais très intéressé d'avoir votre point de vue là-dessus, parce que c'est sûr que c'est lui qui caracole dans les sondages. Et puis dernièrement, juste un petit point, moi je suis le pur franco-anglais, c'est les deux nationalités en moi. Je crois que l'approche anglaise, la philosophie « every cloud has a silver lining », c'est-à-dire que dans chaque nuage, il y a néanmoins une doublure, il y a quelque chose de bien. À mon avis, c'est une philosophie qu'on pourrait, disons, prendre nous-mêmes en France, et ce serait d'un grand bénéfice. Alors, merci pour la question sur Farage. J'avais très envie d'en parler. Donc actuellement, on a toujours le Labour au pouvoir avec une majorité énorme, mais on ne parle que de Nigel Farage parce qu'il est à 30% dans les sondages.
Et c'est arrivé quelques mois, c'est arrivé 6 mois après la prise de pouvoir du Labour. Et depuis, on ne parle que de lui. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez bien. Donc, c'est un ancien trader, qui est quelqu'un de très médiatique. Il est présentateur sur GB News, qui est une espèce de Fox News qui a été lancée par le Bolloré britannique, dans lequel les députés conservateurs ou d'extrême droite ont leurs propres émissions. Et ils racontent absolument ce qu'ils veulent. Et Farage, c'est devenu Monsieur Brexit. Donc quand il y a eu le vote pour le Brexit, il y avait une campagne pour rester et 2 campagnes pour quitter l'Europe, dont une qui a été menée par Nigel Farage. Et il a été le premier à mettre l'immigration à ce point-là dans les médias. Donc il était le premier à se mettre sur les plages du Kent et à dire « Vous voyez, ils arrivent, c'est l'invasion ». Il a fait des publicités de très mauvais goût où il posait devant une espèce d'affiches avec des files de gens. Tout ça, ça a de très mauvais relents. Et il a été élu enfin, après la 8e tentative, je crois, puisque les Britanniques n'en voulaient pas. Il est passé de parti en parti. Il était conservateur, il était UKIP, qui était le parti eurosceptique. Maintenant, il est dans quelque chose qui a été... C'est l'ancien Brexit Party qui est devenu Reform UK. Super, parce que c'était UK Needs Reform. Il est partout. Il est absolument partout et il capitalise sur le sentiment anti-immigration. Donc c'est lui qui met le zoom sur le fait que les réfugiés arrivent par bateau. En fait, si les gens arrivent par bateau, c'est qu'il n'y a plus de voie d'immigration légale. Donc il n'y a pas d'autre choix. Et à part pour certaines populations réfugiées très spécifiques. Et c'est assez intéressant parce qu'il a une force de frappe absolument phénoménale. Donc on a énormément de manifestations anti-immigration. On a des manifestations devant les hôtels où les demandeurs d'asile sont logés, où les gens sont devant les hôtels à dire sortez, sortez, on va vous renvoyer, on va vous rémigrer. Et c'est assez violent. Des gens qui ont essayé de mettre le feu aux hôtels. Il y a des fois où ils ont réussi à mettre le feu aux hôtels. Et donc ce que ça a fait, c'est qu'au fur et à mesure, Farage, qui a été nommé homme le plus influent de la droite par le New Statesman, qui est un hebdomadaire, qui fait leur liste des 50 personnes les plus influentes de la droite puis de la gauche. Il est l'homme le plus influent de la droite. Et il a été nommé homme le plus influent de la droite à un moment où le gouvernement était conservateur. Donc c'est même plus influent que le Premier ministre. En fait, il décale tout le discours politique vers l'extrême droite, toujours plus, donc comme le Rassemblement national le fait en France. Et au point qu'on a vu, à la fin des conservateurs, des propositions de politique qui étaient absolument absurdes, comme on va prendre les... demandeurs d'asile, on va les mettre dans des avions, on va les envoyer au Rwanda, et puis on va payer le Rwanda pour les garder. Ils n'ont jamais réussi à faire décoller l'avion. Mais on a une ministre de l'Intérieur qui disait « Mon rêve dans la vie, c'est de voir des avions remplis de migrants partir pour le Rwanda. » Donc on était dans un discours politique mais complètement absurde, parce qu'on a cette figure à l'extrême droite qui est une espèce de dément assez puissant. Alors il a été élu, et ça c'est assez intéressant, il a été élu à Clacton, qui est dans le top des villes les plus pauvres britanniques. Donc en fait, il capitalise sur cette pauvreté, il capitalise sur l'insatisfaction, et quand les gens... Clacton, il n'y a plus de Marks & Spencer, qui sont quand même les grands magasins, il n'y a plus de banques, il n'y a plus les petits commerces sont tous fermés, c'est désert, le front de mer est magnifique, mais c'est une ville fantôme, et j'y suis restée 2 jours, c'est possiblement un des endroits les plus glauques dans lesquels j'ai été au Royaume-Uni. Et les gens n'étaient pas dupes, ils disaient on sait bien qu'il nous utilise, mais en même temps, comme il est là, les gens font attention à nous. En même temps, il a mis Clacton sur la carte, et en même temps, quand il est venu visiter ma ferme où j'accueille des enfants handicapés pour faire de la rééducation avec les animaux, et bah derrière, ma page de financement participatif a explosé, donc en fait, il a mon vote. Donc il est très efficace. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même chose qui se passe à l'extrême gauche avec le nouveau chef des Verts, qui s'appelle Zach Polanski, et qui, lui, a dit je vais faire comme lui, il est populiste, je vais être populiste aussi, mais à gauche, et qui a aussi été à Clacton, et qui fait en fait tout l'inverse, et qui fait perdre énormément de voix et de points de pourcentage au Labour, mais là du côté de ceux qui sont déçus de la gauche. Parce que le Labour étant, comme tout se décale vers la droite, le Labour ne fait pas vraiment que des politiques de gauche, et il y a énormément de gens qui sont très déçus, et qui du coup regardent ailleurs et regardent vers les Verts, et c'est assez amusant
de voir qu'ils se calquent l'un sur l'autre. Et vos pronostics à plus long terme sur le populisme au Royaume-Uni et sa diffusion concrète dans les urnes, si je peux dire, hein. Parce que nous, en France, on n'est pas exactement sur le même paysage, hein. On a beaucoup plus de gens qui ont voté en vrai, des extrêmes, que ce soit de droite ou de gauche, hein, ou qui s'abstiennent. Comment ça se passe au Royaume-Uni pour qu'on ait une idée plus précise? Alors, s'il y a bien une chose que j'ai appris sur la politique britannique, c'est qu'on ne peut pas prévoir. Mais vraiment pas. Alors, il y a plusieurs éléments qui font que, voilà, quand tout le monde dit Nigel Farage, prochain Premier ministre, j'y crois qu'à moitié. J'étais au congrès de son parti. En fait, il n'y a pas de talent. C'est un one-man band. C'est que lui, en fait. Et quelques anciens élus à droite à gauche, mais il n'arrive pas à capitaliser, sachant qu'il est aussi beaucoup plus intéressé par l'argent que pour la politique. Si on lui propose quelque chose ailleurs, c'est pas dit, c'est ce que tout le monde dit. Si demain Nigel Farage meurt dans un accident de voiture, son parti n'existe plus. Les conservateurs, je pense que ça va dépendre de qui ils mettent à la tête du parti. Pour l'instant, la chef du parti a du mal à inspirer, mais c'est jamais une position facile que de reprendre un parti qui s'est pris une de ses pires défaites électorales pour remotiver les troupes. Donc s'ils mettent quelqu'un de très à droite ou de quelqu'un de très anti-immigration, et il y a quelques profils, peut-être qu'ils peuvent récupérer ces votes-là. Le Labour, il leur suffirait d'une bonne semaine, ou il leur suffirait d'une embellie économique pour que ça aille mieux, pour reconvaincre des gens, je pense. On peut avoir des coalitions. On est quand même dans un système qui favorise les grands partis. Donc, faut pas oublier que même si ça s'effrite aux extrêmes, le mieux qu'on ait, enfin le plus exotique qu'on ait dans les dernières années, c'était une coalition entre les Lib Dem, qui sont le parti centriste, et les conservateurs. Donc je pense qu'il ne faut pas tout de suite enterrer le système de Westminster et que ça va, je pense, recadrer les deux partis historiques pour qu'ils alignent un petit peu leurs propositions avec ce que veulent leurs électeurs qui ont été déçus. J'étais venue ici en espérant que j'aurais un petit peu que ça ferait un peu rêver ce qui se passait ailleurs malgré le titre, mais en fait c'est quand même très similaire avec des différences de culture. Par exemple, ce que vous évoquiez sur le petit nuage, c'est vrai que nous on n'a pas ça dans notre culture, le petit nuage. Moi je me rappelle, j'ai vécu en Angleterre, je me rappelle très bien, j'étais absolument étonnée pendant les grèves sous Edward Heath. Je vais un jour faire mes courses chez Peter Jones et l'électricité était coupée dans la journée. Et j'entends deux dames anglaises qui disent « Mais c'est tellement plus agréable de faire ses courses quand il n'y a pas trop de lumière. » Bon, bah, ça, on ne peut pas imaginer ça en France. Bon. Donc, mais ceci dit, le paysage quand même ressemble assez ce que vous décrivez là et ce que vous décrivez en France. Simplement, apparemment, on n'a pas la même théorie du bouc émissaire. Là, le bouc émissaire, c'est le pauvre qui est responsable, qui mérite ce qui lui arrive. Nous, en France, en ce moment, on est en train de tourner vers le bouc émissaire du riche, qui donne rien, qui est un gros méchant, etc. Bon, en tous les cas, c'est vrai qu'on se demande comment sortir de cette situation, finalement sans doute européenne, en fait, où tout va très mal. Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Et c'est vrai que ce qui est aussi navrant, c'est qu'on a l'impression que les jeunes, alors on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais en France, en tous les cas, ils espèrent plus grand-chose de l'État. Et pourtant, dans ce que vous dites, on a l'impression que c'est l'État qui devrait donner la solution. J'en sais rien, d'ailleurs. Mais alors, les jeunes, en fait, est-ce qu'ils se manifestent? Est-ce qu'ils ont une existence politique? Enfin, c'est... En France, très peu. Hein. Je ne vais pas avoir grand-chose de très optimiste à dire. Les jeunes, il y a une étude qui montrait que quand on leur demande, je crois les 15-25 ans, quand on leur demande c'est quoi votre priorité dans la vie, est-ce que c'est trouver votre job de rêve, est-ce que c'est partir à l'étranger, etc., c'était avoir assez pour me loger et vivre. Avoir assez pour me loger et pour vivre. Donc ça, c'est la priorité des jeunes actuellement. Aussi parce qu'on a une génération, on a la première génération qui n'a connu que l'austérité. Donc on a une première génération qui n'a connu que l'effritement. Il y avait un lampadaire dans ma rue, mais il n'y a plus de lampadaire dans ma rue parce qu'on a même fait des économies sur le chauffage. Il y avait un musée, il n'y a plus de musée, ou bien il est ouvert une journée par semaine. Il y avait une office du tourisme, il n'y a plus d'office du tourisme. Donc eux, tout ce qu'ils ont connu, c'est cette idée qu'il n'y a pas d'argent, il n'y en a surtout pas pour eux. Les études, c'est de plus en plus cher, ou bien il n'y a pas de boulot, ou bien il faut s'endetter, il n'y a pas de logement.
Et donc, il y a une espèce d'apathie, en fait. Ils votent peu. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de voir cette espèce d'amour soudain pour les Verts, parce qu'on a un leader un peu charismatique qui est gay, vegan, juif, qui est super sur les réseaux sociaux, qui est un peu comme le maire de New York, en fait, qui donne envie aux gens de s'intéresser, un peu comme la nouvelle présidente irlandaise, Catherine Connolly, qui a aussi mené une campagne sur les réseaux où c'était très... ils appellent ça les vibes, la politique des vibes. Où c'est assez pop, où c'est assez vous en faites pas, on est sur la même longueur d'onde. Et donc ça commence à arriver. Ça commence à remotiver un petit peu les jeunes. Moi, des gens que j'avais vus complètement dépolitisés ou à voter en se bouchant le nez se disent je prends mon pack, je souscris au parti, ça y est, je leur donne mes 50 € à l'année. Et donc on a un petit peu ça qui arrive. Mais sinon, c'est un peu la débrouille. C'est un peu la débrouille. Après, c'est aussi un recalibrage. Ce que Keir Starmer a dit à la dernière conférence du parti, c'est par exemple, le but est d'avoir 50% des jeunes à l'université, on enterre. Maintenant, on va avoir un peu plus de métiers pratiques, on va avoir des choses avec plus de stages. Donc peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vont se débloquer et qui vont permettre aux jeunes de un peu rattraper les wagons. Mais on est vraiment sur la première génération qui a connu que ça. Et quand ils ont connu que ça, c'est difficile de penser hors de ce cadre. Alors, bonjour, merci beaucoup. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ma voisine. Bon, je pense qu'on ne peut pas du tout comparer les deux pays. Moi, je me souviens d'amis des parents, donc il y a de ça, quand ils avaient 40 ans, donc certains vivaient en Angleterre, et je me souviens de ces personnes disant tout le temps qu'il y avait une élite en Angleterre et que le reste était toujours très pauvre. Ça, c'était donc il y a, j'ose pas vous dire, une 60aine d'années au moins. Hein. Et puis, la pauvreté en Angleterre n'est pas du tout la même qu'en France. Moi, je suis un peu dans l'aide à la retraite, mais je vais aider différentes associations et tout. Les gens, beaucoup d'aide. En France, on les aide beaucoup. Et je reconnais que ce mot, je n'avais pas imaginé l'industrialisation de la pauvreté. Je ne sais pas s'il y a la même chose en France, parce que je suis néophyte. Mais ce mot me choque terriblement, mais je crois qu'elle a un peu toujours existé en Angleterre. C'est un peu tout ce que j'ai entendu. Et en France, il y a quand même énormément d'aide. Alors, je ne parle même pas du RSA et tout ça, mais de tas de gens qui aident, qui sont dans des associations. Je ne sais pas comment ferait l'État s'il n'y avait pas toutes ces associations. En France aussi. En France En Angleterre, je n'ai pas l'impression. Si, en Angleterre aussi. Des traits collectifs comme ça. Ah oui, même plus qu'en France, je dirais. Ah oui, vous voyez ? Oui, énormément. Énormément. En France, on préparait un peu, on discutait pendant nos réunions de veille hebdomadaires des vigilants. La semaine dernière, on parlait de pauvreté. Plusieurs personnes ont relevé le fait devant l'inefficience de l'aide, disons, institutionnelle, et voir celle des associations qui ont des problèmes aujourd'hui de financement, c'est pas sans être lié à la rigueur budgétaire, hein, évidemment. Il y avait quand même, en France, on peut appeler ça des gangs, mais des réseaux éventuellement un peu mafieux ou communautaristes, hein, ou liés au trafic de drogue, qui étaient eux-mêmes, hein, en termes de fonction sociale, hein, en train de devenir des soutiens à certaines populations dans certains quartiers où la République est absente. Hein. Et ça, je relève plusieurs témoignages de gens qui nous ont parlé de ça. Donc, est-ce qu'il y a ça en Angleterre aussi, enfin, au Royaume-Uni, hein? Oui, je me souviens d'une travailleuse sociale qui était absolument outrée parce que le dealer du coin faisait des livraisons de paniers d'aide alimentaire. Il en profitait pour rendre les gens un petit peu accros, puisque si on a 10 € pour s'acheter de l'héroïne, on n'a pas faim. Donc on n'a pas tant besoin de manger que ça. Le système associatif est extrêmement fort. Les gens ont vraiment, c'est très ancré, cette volonté d'aider, de faire, et même à un niveau individuel, ça va être la directrice de l'école qui va installer elle-même à ses frais un petit micro-ondes pour les parents qui vont...
les gens se débrouillent et ils se laissent pas tomber. Il y a vraiment un gros sens du collectif. Et non, je suis par contre tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une élite britannique qui est d'une ampleur différente de celle en France. Ils n'ont pas eu l'abolition des privilèges, hein. C'est l'aristocratie. Le gouvernement de Cameron, celui qui a mis en place la majorité des politiques d'austérité, sur les 23 ministres, 18 étaient millionnaires. Et donc les gens qu'on a au pouvoir, George Osborne, qui était le chancelier de l'échiquier à ce moment-là, donc le ministre des Finances, qui annonçait tout sourire qu'il allait couper dans les budgets de l'aide sociale, mais que c'était pas grave parce que derrière il réduisait les taxes sur la bière et le bingo, parce que c'est ce que veulent les pauvres. Il est fils de baron. Et maintenant il travaille chez Facebook. Donc on a ces gens qui sont extrêmement hors sol, mais qui vivent toute leur vie hors sol parce qu'ils vont grandir avec des nannies dans la campagne, dans des familles très privilégiées. On va les envoyer en pensionnat à la campagne. Ils ne voient jamais les vrais gens. Des pensionnats, ils vont à Oxford, où ils sont qu'avec des gens comme eux. Dans Oxford, ils ont leur propre petit club. Et après, on leur donne une circonscription facile à gagner dans le sud-est où globalement ça va. C'est pas eux qui vont aller faire la permanence du vendredi. Si jamais ils y vont, on va pas leur dire je peux pas manger, ça va être d'autres problèmes, ça va être des problèmes de route ou autre. Donc on a ces gens-là qui sont au gouvernement qui n'ont jamais rencontré une personne normale. Et j'ai plusieurs échos d'interactions comme ça avec David Cameron qui, même les gens de la classe moyenne, même les gens de la classe moyenne supérieure, il n'est pas capable d'interagir parce qu'il n'a pas les codes. Mais après, cette élite qui pense savoir et qui du coup légifère en pensant connaître la réalité concrète, ça va très très loin puisqu'on a un député, il n'est plus député maintenant, il fait de la radio, Matthew Parris, qui était à l'époque élu conservateur, qui s'est dit moi je soutiens les politiques de mettre les aides au chômage à tel niveau qui était bien en dessous de ce qu'il fallait pour vivre. Je vais vous le prouver, je vais moi-même à Newcastle passer une semaine à vivre avec mes 50 pounds. Et je vais même économiser, etc. Et en fait, il a beau le vivre, il a beau finir sa semaine dans le noir, à pas pouvoir se chauffer, à devoir aller au bar pour y voir quelque chose, sans même pouvoir se payer une petite bière, sans avoir mis quoi que ce soit de côté, il rentre quand même en disant « Ah non, c'est le bon niveau ». Donc en fait, c'est tellement ancré que même la confrontation à la réalité, à la pratique, ne marche absolument pas. Après, on n'a pas la même élite en France, mais il y a toujours cette tentation de minimiser les difficultés de la pauvreté. Et je pense qu'il faut un peu de déconscience en guerre et comprendre à quel point c'est un effet domino. En fait, quand on voit les gens qui sont là à la banque alimentaire, il y a beaucoup de banques alimentaires, on paye un livre ou 2 livres et on repart avec 15 livres de courses. C'est pour qu'il y ait une petite participation, pour que ça leur permette, eux, d'acheter en gros. Et en fait, quand on voit que les gens, 2 livres, pour moi, c'est rien, ils les font en pièces de 10 et que c'est les fonds de tiroir, on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Ou qui font leur petit compte pour pouvoir prendre le bus, parce qu'en fait, si on ne prend pas le bus et qu'on arrive au boulot trempé et qu'on tombe malade, derrière, comme on est payé à la journée, ça pose problème. Tout n'est que domino, et en fait, pour comprendre ces logiques de domino, quand on est déjà classe moyenne, c'est compliqué. Quand on est classe moyenne supérieure, c'est encore plus compliqué. Quand on est l'élite, c'est juste improbable. Merci. On a évoqué tout à l'heure le RSA en France. Est-ce qu'il existe quelque chose d'équivalent en Angleterre? Est-ce qu'il y a en dehors de l'aide des associations, est-ce qu'il existe quelque chose qui puisse être comparé au RSA? Et d'autre part, au sujet des jeunes, est-ce qu'il y a des aides, notamment des bourses, comme c'est le cas en France, qui sont quand même relativement répandues? Quelle est la situation des jeunes étudiants ou non-étudiants au Royaume-Uni? C'est ce système de Universal Credit, de crédit universel qui met toutes les aides en une, mais qui est un système qui sanctionne, qui contrôle énormément, dont le niveau... Les associations disaient que le niveau est de 30 livres, je ne sais plus. C'est dans tous les cas inférieur à ce qu'il faudrait pour vivre. Et ça a été dit, redit et prouvé. Une des preuves intéressantes, c'est que pendant la pandémie, quand les gens de la petite classe moyenne et de la classe moyenne se sont eux-mêmes retrouvés à devoir demander ce RSA britannique, donc ce Universal Credit, ils l'ont augmenté. Donc ils l'ont augmenté de 20 livres par semaine. Et puis une fois que la situation était revenue à la normale et que cette catégorie de population n'en avait plus vraiment besoin,
Ils ont enlevé ces 20 livres. Et ça a été un choc énorme pour les gens parce qu'enfin, ils avaient ce qu'il leur fallait pour se payer l'essentiel, en fait. Donc pour se payer l'essentiel sans avoir à passer une demi-journée à faire la queue à la banque alimentaire. Donc c'est un système qui ne marche pas et qui est cruel. Et toutes les associations le disent, l'ont redit, ont prouvé. On a les 5 semaines de carence, on a les sanctions, on a des systèmes qui sont pas faits pour marcher. Il y a des conseillers qui eux-mêmes disaient mais on donne des rendez-vous, mais on sait très bien que les gens, enfin on les donne, mais on sait très bien que les gens ne pourront pas venir. C'est pas notre problème. Enfin, c'est fait pour que les gens échouent. En fait, c'est fait pour que les gens ne demandent pas. Sachant qu'il y a, comme en France, une énorme partie des aides qui sont juste pas réclamées. Pour les étudiants, oui, il y a des bourses. Ça fonctionne beaucoup en crédit et en prêt. Donc là, on commence à être dans un système assez américain où c'est actuellement 9 000 livres par an, l'université. Et au-dessus, on rajoute un prêt de maintenance pour payer son loyer, la nourriture, etc. Donc pareil, c'est très ancré dans la culture on commence avec des dettes énormes et on emprunte même pour payer son loyer, pour payer sa nourriture. Il y a des exceptions, soit dans les facultés qui vont chercher par exemple à attirer dans un certain type de cours. Je sais que par exemple mon compagnon a eu une bourse parce qu'il voulait étudier le français et personne ne voulait étudier le français. Donc ils étaient trop contents d'avoir un étudiant, ils se disaient super, on te paye, on te donne des sous. Et l'autre option, c'est quand les parents sont dans une certaine catégorie de revenus. Mais pareil, c'est rare et il faut que ce soit très... et en fait, les plafonds pour les revenus sont quand même très très bas. Pour avoir droit à des minima sociaux, c'est des plafonds qui ne permettent pas de vivre. Et juste une question aussi encore, les soins sont-ils ouverts à tout le monde? Donc moi je peux y aller par exemple. Et je pouvais y aller quand j'étais étudiante et oui. Et ce qui pose aussi problème, c'est l'idée que le système de santé, qui est le système de santé pour les Britanniques le plus merveilleux au monde, c'est cette philosophie du berceau à la tombe. Jamais le système de santé ne les laissera tomber. Les gens sont prêts à accepter des augmentations d'impôts si ça veut dire que le système de santé va mieux. C'est une institution... Quand il y a eu les Jeux Olympiques de Londres en 2012, si vous avez vu la cérémonie d'ouverture, c'est dans un stade, et quand la lumière s'est allumée, c'était le logo du NHS. C'est une religion. Et en fait, comme le système de français est en difficulté, c'est toujours en fait, on va refuser les demandeurs d'asile parce que nous, on n'a pas accès à un dentiste, nous, on n'a pas accès à un médecin. Du coup, on ne veut pas plus de pression sur En fait, ça alimente vraiment cette idée qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Se retrouve à devoir distribuer à beaucoup plus de banques alimentaires. Et du coup, quand on va dans les banques alimentaires, ils ne savent jamais trop ce qu'on va leur livrer, ils ne savent jamais trop si on va leur livrer quelque chose. Donc c'est toujours un peu cette pression de concurrence. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent uniquement à faire de la demande de bourse, à faire de la prise de contact, donc ça devient un métier en soi de trouver des financements, des sources alimentaires. Ils font des grandes campagnes de dons. Et c'est amusant, c'est amusant, pas du tout. La première banque alimentaire, c'était créée par un couple dans les années 2000. Donc en fait, c'est assez récent. Et ils avaient observé ce délai entre le moment où on a besoin de minima sociaux, parce qu'on vient de perdre son travail dans son dernier chèque, et le moment où on les reçoit. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont engouffrés en disant « Bon, en fait, il vous faudrait tant de colis, etc. » Mais elles sont vraiment sous pression, ils ont du mal à trouver. Alors, on a la famille royale, donc le roi donne des frigos. À propos du livre, est-ce qu'il va être traduit en anglais ou il est traduit en anglais déjà? Aussi, je voulais savoir un peu, même peut-être comment les autres auditeurs pensent le format qui est donc fait de récits. Comment est-ce que vous imaginez ça être un tremplin vers une conversation plus statistique ou plus politique peut-être? Je ne pense pas qu'il soit traduit en anglais parce que c'est vraiment à destination d'un public français. Où je dis, moi, journaliste française, qui ait reçu cette vision du Royaume-Uni, comme on le voit depuis l'international, où c'est quand même un pays cool, où il y a des opportunités, où il y a une vie culturelle incroyable, où si on veut, on s'en sort. Oui, ça peut être un peu galère, mais... et du coup, c'est la déconstruction de ce cliché venu d'un étranger. Donc, je ne suis pas sûre que ça intéresse les Britanniques qui sont assez au courant, qui connaissent assez bien leur vie eux-mêmes. Et pour le reste, c'est toi qui l'as lu, donc c'est toi qui... Le livre est beaucoup étayé par des statistiques, justement. D'ailleurs, tu nous en as beaucoup parlé pendant
Pendant toute cette présentation, tu fais référence à beaucoup d'études, des statistiques, etc., qui viennent appuyer les témoignages des 4 personnes et plus que tu as suivies pendant plusieurs mois. Donc c'est vrai que c'est intéressant. L'idée, c'est d'avoir une enquête qui soit très basée sur des gens et sur des parcours, et donc en tirant le fil de leur vie, tirer le fil des politiques d'austérité et rajouter l'analyse journalistique derrière, pour rendre ça digeste, parce que la pauvreté, l'austérité, c'est des sujets qui sont un peu compliqués à aborder, mais si on le fait à hauteur d'humain, à hauteur de gens qui ont été très sympas et qui m'ont ouvert leurs portes et qui avaient plein de choses à dire, je pense que ça crée un peu d'empathie. Et c'est ce qui manque en fait, c'est le manque d'empathie et la distance qui fait qu'on met des politiques en place comme l'austérité. Est-ce que dans votre livre, que j'avoue ne pas avoir lu encore pour l'instant, donc, il y a des personnes interviewées, parce qu'on n'a pas une enquête qualitative en sociologie, tout bêtement, donc c'est en profondeur et ça donne beaucoup d'éclairage, qui sont immigrés ou enfants d'immigrés, parce qu'en France, il y a une vraie corrélation quand même entre le taux de pauvreté et l'immigration. C'est-à-dire que plus on est enfant d'immigrés ou immigré soi-même, plus on est susceptible d'être pauvre, en étant déjà éventuellement, on passe de 15 à 30%, quoi, en gros, 15 la moyenne, 30, et 30 chez les enfants et immigrés. Et bien justement non, je me suis vraiment posé la question et j'ai fait le choix d'avoir que des gens pour qui le système a été créé et pour qui le système est censé marcher. Donc que des gens qui sont anglais, nés en Angleterre, enfin britanniques, nés au Royaume-Uni d'au moins un parent britannique, ceux qui auraient jamais dû se retrouver dans cette situation. Pour montrer à quel point en fait c'est absolument implacable, et même les gens pour qui ça a été designé, même les gens qui n'ont pas d'obstacles supplémentaires à franchir, se retrouvent dans ces situations-là. Donc c'était pour vraiment appuyer le propos et le sérieux de la crise. Donc crise sérieuse au Royaume-Uni et potentiellement révolution en France. Une vision optimiste pour l'avenir, ou pour l'instant c'est quand même assez... Qu'est-ce que tu en as tiré, toi, après cette enquête? Est-ce que tu as vu des possibilités que ça s'améliore? Oui, s'il y a une volonté politique. Je pense que c'est vraiment ce qui est ressorti de tous mes entretiens avec tous les travailleurs sociaux que j'ai rencontrés. J'ai passé vraiment beaucoup de temps sur le terrain, et c'est ce qui ressortait de toutes nos discussions. On peut colmater, on peut tenir à bout de bras, on peut se débrouiller. Mais en fait, la solution vient d'en haut, et c'est malhonnête que de prétendre que ça tient. Ça tient, c'est ok, mais en fait, les gens qui font tenir, ils seront pas là tout le temps, et les gens vont se fatiguer, et en fait, il faut mettre de l'argent, il faut faire des politiques qui soient plus logiques ou basées sur la réalité, ne serait-ce que ça, basées sur la réalité et pas sur les clichés. Il y a des super exemples à l'échelle locale, par contre. Manchester, qui est un peu la ville du Nord qui a connu sa renaissance, un peu comme Lille, qui, via la culture, les universités, les musées, ils s'en sortent hyper bien. Ils ont un maire, le maire du Greater Manchester, qui est un ancien du Labour et qui a agi comme contrepoids. Donc pendant le Covid, il a réclamé plus d'argent, il a fait du sans-abrisme une de ses priorités. Donc en fait, il a mis plein de politiques très concrètes en place, et les effets se font voir. Donc quand il y a des volontés au niveau local, ça marche. Quand il y a des gens qui sont prêts à dire non, on va alors pas nationaliser, mais on va collectiviser le réseau de bus, par exemple, ça marche. Merci pour votre optimisme. Nous, en France, on est peut-être un peu pessimiste vis-à-vis de la classe politique française actuelle. En tout cas, c'est ce qui ressort des enquêtes. Et merci à vous pour votre intervention. On vous réapplaudit.